C'est difficile quand on parle de science de s'aventurer trop loin de ce que l'on a pu explorer déjà scientifiquement parce que parfois on a tendance à donner un peu trop de valeur à la parole du scientifique. Ce que dit David Elbaz, c'est qu'on n'a guère le droit de proposer des idées nouvelles intuitives qui mettent en cause ce qu'on appelle des preuves scientifiques. Preuves qui souvent n'en sont pas, parce qu'elles sont généralement de purs calculs, sans nécessairement de lien avec la réalité. Depuis quelques années, un grand nombre de scientifiques se sont rendus compte que trois entités cosmiques qu'on a étudiées et qu'on a pour certaines découvert récemment auraient peut-être des liens les unes avec les autres et conduisent à fragiliser l'édifice scientifique sur lequel reposent nos connaissances actuelles et nous amènent à nous interroger sur la possibilité que nous soyons à la veille d'une révolution scientifique majeure qui pourrait se produire dans les années prochaines. Cette révolution majeure existe déjà. C'est celle qui, depuis 1955, explique beaucoup mieux tout ce qu'on attribue aujourd'hui à la matière noire, à l'énergie sombre et aux trous noirs. La plupart de ces observations ou calculs qui montrent les limites des théories actuelles sont en fait dus à la répulsion magnétique. Inacceptable tant qu'on croit que l'univers galactique est régi par la seule gravitation purement attractive. Et il dit, pour moi, c'est la réponse. Sauf que cette théorie, aujourd'hui, on n'a aucune preuve qu'elle est vraie, mais lui, en tant qu'expert du domaine, il dit, il n'y a pas à chercher ailleurs. Puis un autre spécialiste du même domaine est venu, a baissé la tête, et il a dit, moi, je ne sais pas si j'apprendrai une seule chose dans ce domaine de mon vivant. Je suis complètement déprimé et je peux pratiquement démontrer qu'on ne comprendra rien dans les années qui viennent. Un autre est arrivé, une autre, a dit moi, quand je regarde même la matière normale, celle qui nous constitue, qui fait les étoiles, les galaxies, etc., ça marche vraiment pas. Il y a ça, 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 ça et ça. Pause café. Les collègues théoriciens qui travaillent sur une vision plus large de l'univers, ils me disent mais il faut être fou pour imaginer que ce qu'on voit doit modifier nos théories. Il faut être complètement fou. Nos théories sont tellement solides parce qu'elles ont été validées par telle ou telle chose que ce qu'on voit dans les galaxies, c'est qu'une question de physique sale qu'on peut traiter en prenant en compte des effets qui n'ont pas été pris en compte. Et donc des points de vue totalement opposés. Peut-être que certains ont raison, peut-être que d'autres ont tort, mais ils ne peuvent pas avoir raison en même temps. Et ils sont tous des spécialistes. Alors, je vous montre ici, par exemple, deux tableaux. Un tableau d'une peintre coréenne qui s'appelle Bang Aija, qui fait des tableaux que j'aime beaucoup, et puis à droite, une image de l'univers qui lui ressemble un petit peu. Il y a des points rouges, des points bleus, et dans les deux cas de figure, on peut avoir une vision très émotionnelle, très subjective, etc. Sauf que lorsque les scientifiques regardent l'image de droite, ils vous disent qu'il y a à peu près 30% de matière noire, 70% d'énergie noire, 5% de baryons. D'ailleurs, les baryons sont constitués de ça, ça et ça, que cette image-là vous suggère qu'il y a eu une phase d'inflation il y a 13,8 milliards d'années, que cette inflation, elle a duré une fraction de seconde de temps, que l'univers a été multiplié par telle taille pendant ce temps-là, etc. Tout un tas d'informations ultra précises à partir de quelques points bleus et rouges. Là, j'ai perdu beaucoup de copains au niveau de mon monde scientifique avec la phrase que je viens de dire, mais il faut quand même admettre qu'on n'est plus dans le monde où on regarde une chose et on dit tiens, j'ai vu un truc avec qui s'enroule, c'est une spirale, c'est donc une galaxie, etc., que je vois au télescope, et quelqu'un d'autre regarde et dit ah oui, je vois aussi le... Non, là, vous avez des boulettes rouges et des boulettes bleues, et vous en déduisez l'histoire de l'univers. Donc, il est clair que sans aller jusqu'à questionner ce que dit la théorie, l'énorme majorité de ce que l'on dit aujourd'hui ne vient pas de ce qu'on voit. Mais ça vient du cadre théorique dans lequel on place ce qu'on voit. Mais à partir du moment où ce cadre théorique conclut que 95% de ce qu'on voit n'existe pas ou est fait d'une chose qu'on ne connaît pas, et que sur les 5%, 90%, on ne peut pas le voir non plus, et qu'il ne vous reste plus que 0,5%, il est légitime de se demander s'il n'y a pas un coup d'illusion dans le coup.
mais dans des distances très lointaines entre galaxies, il n'y a que la gravité, et la gravité ne fait que attirer. Donc si tout à coup les choses se mettent à faire comme ce ballon, c'est que soit la gravité a changé d'avis et qu'aux très grandes distances, elle devient répulsive au lieu d'être attractive, donc on parle d'antigravité, soit il y a une forme d'énergie du vide ou d'autres choses qui poussent l'espace à s'étendre de plus en plus vite. Dans tous les cas de figure, comme on dit chez nous, c'est le bordel. Alors, l'illustration de ça sur un diagramme, vous avez ici le taux d'expansion de l'univers en fonction du temps. Et ce que vous pouvez voir, là j'ai représenté le fait que les galaxies s'éloignent de plus en plus vite à manière qu'on s'éloigne du centre, c'est 600 ici, c'est 600 km par seconde entre deux points qui sont séparés de 3 millions d'années-lumière. Donc si je prends deux points qui sont séparés de 3 millions d'années-lumière, à chaque seconde, pendant que je vous parle, le point qui est à 3 millions d'années-lumière de nous, à chaque seconde, s'éloigne de 600 km. C'est ça ce que veut dire le 600. Et ça, c'était le cas 380 000 ans après le Big Bang. Vraiment très fort de disposer d'une unité de temps constante dans un univers où l'espace s'étire et s'accélère. Voici ce qu'on aurait attendu si tout s'était passé normalement. C'est-à-dire que la gravité n'étant qu'une force attractive, après avoir donné un coup de pied dans le ballon, le Big Bang, un coup de pied dans le ballon, la matière fait que ça s'attire et donc l'expansion devrait ralentir. Et donc on devrait passer de 600 km à 200 km, 100 km, 70 km. Aujourd'hui, c'est environ un point situé à 3 millions d'années-lumière de nous. Chaque seconde s'éloigne de 70 km. Bon. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est le ballon qui remonte. C'est la courbe rouge. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie décélération, mais il y a 6,5 milliards d'années, le ballon est parti. Et il s'est mis à remonter. Aujourd'hui, le ballon, il est là, c'est nous, 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Et on peut prévoir le futur si le comportement de la matière continuait comme il le fait aujourd'hui, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de changement autre que ce qu'on connaît. Dans le futur, ça va continuer à s'accélérer. En d'autres termes, cette phase d'accélération, accélération, accélération est exactement l'analogie du Big Bang. Au moment du Big Bang, on pense qu'il y a eu une phase d'inflation où l'univers, chaque élément d'espace a été multiplié par 2 pendant une toute petite fraction de seconde, un grand nombre de fois. Et là, aujourd'hui, on est en train de vivre la même chose. Tout notre rêve de scientifique qui était de pouvoir aller voir le Big Bang et qu'on pensait ne pas pouvoir réaliser, on peut le réaliser, c'est maintenant. Donc, on est au milieu du Big Bang et l'énergie qui est en train de provoquer ce phénomène est peut-être la même qui a fait le Big Bang ou peut-être pas. On n'en sait rien. Le Big Bang, ici et maintenant. Petit à petit, donc, on en vient à imaginer que ici et maintenant se trouve l'énergie qui crée l'univers. Cela dit, aucun d'entre nous n'a l'impression d'être une explosion brutale et incontrôlée. Par contre, chacun d'entre nous se rend bien compte qu'il est un acte de conscience qui se donne à chaque instant la forme d'un univers atomique et galactique. C'est là la vraie clé de la création de l'univers. Il aurait suffi de penser énergie magnétique depuis le début, plutôt que gravitation, et on aurait compris comment et pourquoi tout cela fonctionne. Car l'énergie magnétique, c'est l'esprit, conscience répulsive et amour attractif, ici et maintenant. Esprit qui ne peut se manifester autrement que sous forme matérielle. Aucun besoin donc, ni de Big Bang, ni d'expansion, ni d'antigravitation noire et autres bouteilles à l'encre. Maintenant qu'on atteint une taille adulte, maintenant que l'humanité peut-être s'approche d'une forme de stabilité, maintenant qu'on est à une ère où on peut penser ensemble, peut-être qu'il faut revoir un peu notre façon de faire de la science, peut-être qu'il faut faire intervenir plus le grand public dans la réflexion scientifique, peut-être qu'il faut revoir un peu notre façon de penser, peut-être qu'il faut revoir nos a priori sur ce que c'est que l'espace, le temps, etc. Je n'en sais rien. Je partage juste avec vous cette analogie du fait qu'il me semble que le défi que la science, auquel la science est confrontée aujourd'hui, comme pour Copernic et Einstein, est un défi qui concerne tout le monde, et que le fait de se poser ces questions-là, c'est quelque chose que chacun peut s'approprier dans l'histoire d'aujourd'hui. Voilà, merci.